Le wokisme a grossi ses rangs de plusieurs causes, comme une hydre avec plusieurs têtes, ça part dans tous les sens. Pour certains, le wokisme est devenu une religion, le sens de leur vie. Une femme à laquelle on fait croire que la liberté, c'est par exemple d'avoir tous les partenaires sexuels qu'elle veut. À qui ça profite? Une femme trans ne va pas avoir ses règles. Le fait de dire oui, mais attendez, oubliez pas qu'il y a une réalité biologique, c'est devenu impossible à entendre. Si une société a besoin d'anxiolytiques pour pouvoir tourner, on peut vraiment se demander si c'est ça la définition du bonheur ou si on est plutôt dans un malheur anesthésié. Bonjour Madame Lénaret. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes à la fois journaliste, officier dans l'armée de milice et spécialiste en sécurité. Vous avez travaillé plus de 10 ans dans les médias en Suisse, en France un petit peu également, avant de prendre la décision de rejoindre les forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous allons parler de votre tout premier ouvrage, Dewoks, dans lequel vous proposez 21 pistes pour se désintoxiquer du wokisme, que vous présentez comme un phénomène symptomatique de nos sociétés modernes. Or, certains affirment en 2025 que le wokisme n'existe pas, que ce serait un mot valise qui a été inventé pour désigner finalement tous les mouvements qui appellent à la vigilance face aux injustices sociales. Et pourtant, dans votre livre Dewoks, vous en faites une analyse précise de ce wokisme, vous en parlez en long et en large. Alors peut-être dans un premier temps, vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que vous entendez exactement par wokisme, qu'est-ce que c'est le wokisme? Alors c'est difficile de trouver une définition qui mette tout le monde d'accord. Par exemple, si vous me demandez de définir un parapluie et que je vous dis que c'est un objet qui est pliable avec une armature et du tissu pour se protéger de la pluie, jusque-là, je pense que ce sera tout bon, on sera d'accord. Par contre, déjà, si vous me demandez de définir le racisme, peut-être qu'il y aura des différences de perception. Pour moi, le racisme, c'est de faire une hiérarchie entre les origines des personnes et de dire que certains sont mieux que les autres, et ensuite d'avoir une hostilité envers ces personnes. Pour d'autres, simplement le fait de dire, de demander d'où viens-tu, quelles sont tes origines, avoir cette curiosité, c'est déjà une forme de racisme. Ils se sentent offensés alors que les différences sont visibles. Par exemple, moi, je suis une femme métisse, je suis à moitié noire, à moitié blanche, donc on le voit, et si quelqu'un a la curiosité de me demander mes origines, je ne vais pas le vivre comme du racisme. Eh bien, le wokisme, c'est difficile de le définir parce que déjà, effectivement, les gens qui seraient concernés par l'appellation woke vont la rejeter, pour la plupart, même si certains se revendiquent, mais ça devient de plus en plus rare, alors qu'à l'origine, le mot woke, c'est une contraction de awake, éveillé, et c'est né durant les années 1930, les personnes justement qui s'éveillaient pour dénoncer des injustices, et je pense qu'aux États-Unis c'était nécessaire, et c'est pas du tout le même contexte que nous avons ici. Il y avait une discrimination pour les personnes afro-américaines. Donc ça a commencé comme ça, puis ensuite ça s'est étendu. Et c'est vrai qu'on a mis beaucoup de choses sous cette appellation, mais c'est pas les gens qui sont contre le wokisme qui l'ont défini ainsi, c'est plutôt ceux justement qui sont pour la justice sociale. Donc d'abord c'était la lutte contre les discriminations raciales, puis ensuite pour les minorités sexuelles, pour les femmes, etc. Et puis comme ça le wokisme a grossi ses rangs de plusieurs causes, et au point où maintenant c'est comme une hydre avec plusieurs têtes, et qu'elle finit par ne plus en reconnaître certaines. Moi, c'est ce que j'observe. Et c'est pour ça que les gens disent « Ah non, mais le wokisme, c'est un mot fourre-tout. Ah non, ça n'existe pas. Ah, mais vous mettez n'importe quoi dedans. » Mais non, ça n'est pas nous qui mettons n'importe quoi. Et puis, l'autre raison pour laquelle on a tendance à dire que ce wokisme n'existe pas, c'est son côté symbiotique. C'est qu'il arrive à se fondre dans toutes les institutions. Il est partout, et on ne le remarque même plus. En fait, il devient la norme. Et si je prends deux exemples. Il y a 10 ans, 20 ans, allez, mais même encore il y a 10 ans, si on avait imaginé qu'il y aurait un jour des responsables inclusion et diversité dans les entreprises, ben, c'était impensable. D'éliminer les formules de politesse, bonjour madame, bonjour monsieur, pour se contenter d'un simple bonjour pour ne pas froisser les personnes non binaires, c'était impensable aussi. Et pourtant c'est là, et c'est presque devenu normal, et certaines personnes ne le remarquent même plus. Et ça, c'est la force du wokisme. Donc, la définition, je dirais qu'elle est multiple,
elle est difficile, les contours sont mal définis, mais c'est à peu près comme ça que j'arriverai le mieux à l'expliquer. Oui, donc vous parlez de cet aspect symbiotique, hein. C'est vrai que dans l'ouvrage, en tout cas, on voit que c'est partout, c'est présent, en tout cas selon votre analyse, un peu dans voilà les institutions, l'éducation, les médias et même dans la police où vous avez exercé, vous avez parlé de ce wokisme. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous parlez de la police? Alors, dans la police et dans l'armée, parce que il est imposé d'en haut, c'est pas un phénomène qu'on trouve en bas. Si on prend les gens qui sont sur le terrain, qui sont connectés donc au réel, oui. Aux vraies souffrances, oui. Pour eux, c'est même pas une question. En fait, ça n'existe pas. C'est pas intéressant. Ces questions de justice sociale. D'abord, ils doivent exercer la vraie justice tout court. Mais on a une tendance dans la hiérarchie, on regarde tout en haut, par exemple dans les ressources humaines, on va vouloir imposer à la base ce genre de préoccupations qu'ils n'ont pas, en ajoutant la police, par exemple, est concernée justement d'avoir une responsable diversité et inclusion. Alors ça peut être pour se poser de vraies questions qui sont légitimes, comme est-ce que les femmes dans la police peuvent avoir un local pour tirer leur lait, par exemple? Bah oui. On accueille de plus en plus de femmes dans ces professions-là. C'est vrai que c'est bien de se soucier aussi de leur bien-être, et certaines de ces femmes sont mères. Ça peut être de savoir s'il y aura des sandwichs végétariens durant une mobilisation. Pourquoi pas? C'est aussi une question qui est légitime. Mais parfois, ça va trop loin, notamment dans les questionnements sur comment on fait avec les personnes non binaires ou les personnes qui seraient fluides, qui seraient hommes le matin et femmes l'après-midi, dans quel vestiaire ils doivent aller. Et c'est des questions que tout en haut, on veut se poser, et je pense pas forcément que ce soit nécessaire. Et puis, un autre phénomène que j'ai observé, c'est aussi justement dans le fait de dire bonjour madame ou bonjour monsieur. Il y a eu des cas de personnes qui se sont senties offensées parce qu'un policier leur a dit bonjour madame, et ils ont dit ah non mais j'ai été mégenré, c'est un scandale. Ils sont remontés jusqu'à la direction, et donc la direction a décidé de prendre ces mesures en disant bon bah maintenant par précaution on va éviter d'utiliser les mots madame et monsieur, on ne froissera personne. Ça a été le cas par exemple dans un salon, la Cité des métiers, où la police était présente pour montrer ce qu'elle fait et ne devait pas utiliser ces mots-là. Je trouve que ça devient grave et ça va trop loin. Ça vous a été imposé, vous, par exemple, les salutations à l'époque où vous travailliez dans la police, donc se limiter à bonjour Non, ce n'était pas encore le cas. D'accord. J'y étais entre 2013 et 2016. Donc, c'était juste avant qu'on observe ce tournant. Je vous propose qu'on parle un peu maintenant du féminisme. C'est une partie importante de l'ouvrage, et ça m'a... J'y ai lu des choses intéressantes et surprenantes à la fois, qui remettent en question les théories féministes contemporaines qu'on entend au quotidien, dans les médias, dans la société. Vous dites notamment que les femmes n'auraient pas passé des siècles à vivre oppressées et malheureuses. C'est quelque chose qui surprend beaucoup, parce que dans les études genre, dans les universités, on a plutôt l'idée que la souffrance féminine a duré des siècles et des siècles, et qu'aujourd'hui on a enfin mis fin, ou qu'on commence tout juste à mettre fin à ces souffrances intarissables. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que vous pensez tout à fait différemment? Je voudrais bien vous donner un regard encore plus éclairé, par exemple, d'une femme qui aurait vécu plusieurs vies de femme, qui aurait vécu à plusieurs époques, mais je vais devoir me contenter du regard d'aujourd'hui sur le passé. Quand on parle avec des femmes qui sont nées au début du siècle dernier, j'ai eu l'occasion quand même d'échanger avec certaines qui parlaient d'une vie peut-être plus simple, effectivement, que celle d'aujourd'hui, qui se sont contentées d'élever leurs enfants, mais qui n'étaient pas malheureuses pour autant, qui n'avaient pas l'impression que c'était une forme de domination de la part de leur mari que de les avoir gardées à la maison. Et puis elles avaient aussi du temps pour elles n'étaient pas les esclaves d'un foyer, comme on voudrait nous le présenter aujourd'hui. Je dis en tout cas que les femmes n'ont pas toujours été oppressées, n'ont pas toujours été mises de côté, discriminées, maltraitées, abusées. Bien sûr que les abus ont existé et existent encore, mais qu'on ne peut pas en faire une généralité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut nous faire croire ça, et que c'est l'émancipation qui va nous rendre heureuses, et que c'est d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, et d'essayer de devenir en fait des hommes bis. Mais dans cette fuite en avant et dans cette quête d'une forme d'égalité, on a juste aussi oublié qui nous sommes. Qu'est-ce que c'est être une femme? Je ne pense pas que toutes les femmes ont les mêmes aspirations. Et donc, de commencer à dire que toutes les femmes du passé étaient forcément malheureuses,
ce serait vraiment de prendre des raccourcis qui ne sont pas souhaitables. Mm. Ce qui m'a intéressé, c'est que vous ne croyez pas du tout à la notion de plafond de verre qui est beaucoup mise en avant aujourd'hui dans les milieux féministes. Vous pensez que les femmes n'ont pas forcément, pendant toutes ces années, été limitées par la société ou le patriarcat, mais que, au contraire, elles ont été limitées par leurs propres choix, leurs croyances limitantes. En fait, vous êtes en train de nous dire que, finalement, ce patriarcat qui oppresse et qui empêche les femmes de s'épanouir, ça n'a pas vraiment existé comme on voudrait nous le faire croire? De parler de société patriarcale ou matriarcale, c'est possible, mais je pense que c'est même pas forcément le débat. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui ont tendance à voir les femmes comme inférieures, qui vont peut-être effectivement vouloir les laisser de côté, ne pas les engager. Oui, ça existe, mais bien sûr, il y a des abrutis partout. Et chez les femmes aussi, il y en a. Donc, faut arrêter de penser que il y a le méchant homme qui veut absolument nous nuire. Je pense que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, effectivement, et que ce qui expliquerait bien la chose, c'est le syndrome de l'imposteur. Et beaucoup de femmes en sont victimes. Et c'est quelque chose qui est assez documenté, on en parle volontiers. Mais qui est à blâmer là-dedans? Est-ce que ce sont forcément les hommes? Est-ce qu'on peut dire, mais voilà, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais c'est parce que les hommes ont posé sur moi un regard tellement limitant que j'ai fini par me sentir inférieure? Je pense pas. Il doit probablement se construire durant la prime enfance. Alors peut-être qu'il faudrait regarder d'abord, je sais pas, du côté de la mère. Quelle image notre propre mère nous a renvoyée de nous? Et notre mère n'est pas un homme, à ce que je sache, donc ce n'est pas une question de patriarcat. Si on regarde un peu plus loin dans le développement de l'enfant, la plupart du temps, les enseignants sont des maîtresses plutôt que des maîtres pour les premières classes. Est-ce que ces maîtresses sont des chouchous dans la classe? Peut-être. Est-ce que ce sont les garçons? Pas forcément. La plupart du temps, c'est plutôt les filles parce qu'elles sont calmes, studieuses. Et j'étais moi-même une excellente élève, très appliquée. Mais ce n'était jamais assez bien. Je voulais toujours faire plus et m'imposer des standards qui étaient inatteignables. Donc, c'est moi qui ai fait ça. Et de penser donc que je n'étais jamais assez bien. Et les femmes qui souffrent de ça aussi doivent se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui les limite? Et pourquoi? Et d'abord, commencer à croire en elles avant de rejeter la faute sur les autres et de penser qu'elles n'ont pas atteint le poste souhaité juste parce que les hommes sont méchants et ne l'ont pas engagé. Parce que quand on ne croit pas en soi, ça se sent. Et quand on va à un entretien d'embauche avec déjà la défaite d'inscrite sur le front, forcément qu'on n'aura pas le poste. Donc d'abord se changer soi et changer son propre regard. Ensuite, j'ai l'impression que dans le monde de la finance, de l'entreprise, quand on monte très haut, une femme qui deviendrait directrice d'une multinationale, par exemple, bien ça demande aussi un fonctionnement qui est probablement différent du fonctionnement de la plupart des femmes. C'est un peu un monde de requins, comme ça, pour l'imager. Et certaines femmes se souviennent de leur essence de femme et que elles aspirent peut-être à plus de douceur et de calme et de respect et que quand on monte très haut, c'est un peu plus bousculant, on peut être malmené. Et donc faire le choix elles-mêmes de rester à des postes un peu inférieurs parce que ça va leur permettre de mieux concilier, par exemple, la vie de femme, de famille et celle d'employé. Et je ne pense pas que ce soit à cause des hommes si certaines femmes veulent encore faire le choix de pouvoir avoir du temps à passer en famille. Et ça n'est pas une honte à avoir que de se plafonner soi-même et de dire je ne vais pas aller au-delà de ça pour pouvoir encore avoir un peu de temps et une vie de qualité. Oui, c'est très surprenant parce que vous allez même jusqu'à dire que l'émancipation économique des femmes est négative. Vous soulignez que leur entrée sur le marché du travail pourrait représenter une menace pour l'économie ainsi qu'un risque pour les foyers. Est-ce que vous pourriez expliquer? Oui, alors une menace pour l'économie. C'est-à-dire que avant, on pouvait se contenter d'un salaire pour vivre. Une famille allait compter sur le salaire de l'homme et puis la femme allait rester à la maison et puis travailler éventuellement si elle le souhaitait. Mais aujourd'hui, on a un regard, par exemple, sur certains métiers qui seraient féminins comme secrétaire. On l'associe aux femmes alors que initialement, c'est des métiers qui étaient occupés uniquement par les hommes. Donc c'est juste qu'il y a eu un renversement total au niveau du monde du travail. Et maintenant, ce n'est plus suffisant d'avoir un salaire. Il faut absolument que les deux travaillent. Donc, on se retrouve avec des hommes
qui travaillent à 100%, des femmes qui travaillent à 100%, et si à côté de ça, elles ont en plus une charge familiale, elles ne peuvent plus s'occuper de certaines tâches. Donc, à minima, elles vont avoir besoin d'une femme de ménage, et au mieux d'avoir une nounou à domicile qui s'occupe de faire les courses, d'aller chercher les enfants à l'école, en plus du ménage. Et puis, en études genre, on va nous mettre ça en avant, dire oui, ok, c'est vrai que certaines femmes vont avoir besoin d'en employer d'autres qui viennent de pays défavorisés, mais il faut pas voir ça comme une exploitation, pas du tout. Non, non, c'est bien parce que c'est un empowerment de ces femmes-là qui peut-être dans leur pays n'auraient eu aucune liberté, alors que là, en allant chercher notre colis à la poste, elles ont des petits moments comme ça pour elles où elles vont pouvoir surfer sur Internet, passer un appel à une amie ou aux membres de la famille. Donc déjà ça, c'est problématique. Après, au niveau de l'engagement de la mère vis-à-vis de ses enfants, qu'est-ce qu'elle leur donne comme temps? Est-ce qu'elle a encore du temps? Juste leur faire un bisou pour leur dire bonne nuit, c'est peut-être pas suffisant. Elles vont aussi laisser d'autres éduquer les enfants. Donc là, il y a une menace aussi pour la cellule familiale. Et puis, quand l'homme n'a plus ce rôle de pourvoyeur, qu'il n'est plus celui qui ramène l'argent, parfois qu'il n'est plus celui qui ramène le plus d'argent, il va avoir de la peine à trouver sa place. On va lui demander plus. On va dire, oui, mais tu dois aussi participer aux tâches ménagères. L'homme va le faire, mais c'est pas assez. On va lui dire, non, mais il faut encore plus. Et de toute façon, il est toujours critiqué. Donc la cellule familiale ne tient plus, les couples se séparent. On sait que des divorces maintenant sont plus nombreux que les couples qui restent mariés. Et qu'est-ce que ça nous fait d'avoir un couple séparé? Ça fait 2 loyers, 2 assurances, donc plus de frais, donc des consommateurs. C'est de nouveau ça, c'est plus de consommation. Je pense que la menace donc est multiple quand toutes les femmes travaillent parce qu'elles sont obligées de travailler. Et puis une mère qui se retrouve seule avec ses enfants, elle a vraiment la double journée. Donc elle travaille 8 heures par jour, puis ensuite elle rentre chez elle, elle doit effectuer toutes les tâches. Elle est fatiguée, on voit beaucoup plus de burn-out, de plus en plus, et on a l'impression que c'est ça le bonheur, mais si on regarde, les femmes occidentales font beaucoup plus de burn-out que les femmes africaines. Donc, il faut se poser la question du pourquoi, et si une société a besoin d'anxiolytiques pour pouvoir tourner, on peut vraiment se demander si c'est ça la définition du bonheur, ou si on est plutôt dans un malheur anesthésié. Ce que vous faites finalement, c'est que vous appelez à une prise de responsabilité et non pas à une victimisation, parce que c'est vrai que vous mettez beaucoup l'accent dans le livre sur le fait que aujourd'hui les héros contemporains, ce sont les victimes. Donc les personnes qui se disent victimes d'abus, les minorités de genre par exemple, sont un peu devenues les héros de notre société. Vous pensez le contraire. Les héros en 2025, ce sont ceux qui se désintoxifient justement du wokisme et apprennent à voir clair en fait. Oui, j'aimerais bien en tout cas pouvoir dire qu'en 2025 les héros sont ceux qui osent aller à contre-courant. Peut-être que ça n'est pas encore complètement le cas parce que on n'a pas osé prendre la parole, pas vraiment. C'est timide, ça commence, on en est au balbutiement. Mais oui, ça peut devenir le nouvel héroïsme, mais pour le moment, ça reste malheureusement la victimisation qui est plus populaire. C'est-à-dire que les gens ont l'impression d'avoir une sorte de cape, d'immunité en brandissant leur statut de victime, et notamment avec le terme très populaire dans le domaine des études genre et dans le wokisme, d'intersectionnalité. Alors, moi, en tant que femme, de couleur, et qui plus est végétarienne, je cumule, et c'est le croisement entre toutes ces minorités, alors que d'être une femme, ça n'est absolument pas une minorité, nous sommes plutôt majoritaires, mais voilà, on va considérer que les femmes sont des minorités, donc moi, je me retrouve à l'intersectionnalité de plusieurs minorités, ce qui fait de moi une victime ultime, et je peux me présenter comme ça, et je devrais avoir des privilèges de par mon statut de victime. Mais pas du tout, enfin, je vois pas en quoi, déjà, le fait d'être une femme me positionne en victime, ou le fait d'être de couleur me positionne en victime. Mais bref, on peut observer ça, c'est cette tendance à vouloir se mettre en avant par ses cicatrices plutôt que par ses accomplissements. C'est regrettable. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, ça nécessite du courage d'avoir à défendre des idées qui sont impopulaires pour le moment, mais qui pourront le devenir si on ose enfin s'exprimer, parce qu'à mon avis, les gens qui sont opposés au wokisme sont majoritaires, simplement que comme ils n'ont pas le discours tendance, ils se taisent
et ils peuvent avoir l'impression d'être seuls, mais ils ne le sont pas. Je pense qu'on est vraiment la majorité silencieuse. Il y a une perspective intéressante et paradoxale que vous abordez dans votre ouvrage, c'est celle de dire que le patriarcat manipulerait les luttes féministes pour maintenir sa domination. Ça veut dire que le féminisme profite aux hommes finalement. Est-ce que vous pourriez développer? Alors, je ne dis pas que c'est le cas. Je me suis plutôt amusée à explorer cette piste-là. Et si c'était le patriarcat qui tirait les ficelles? C'était intéressant de le voir comme ça parce que le féminisme a même des problèmes à l'interne. On le voit avec les féministes de l'origine qui sont maintenant qualifiées de TERF. Donc on va dire c'est des féministes radicales qui excluent les personnes trans parce qu'elles défendent la réalité biologique de la femme et dans le féminisme, il y a eu des choses qui étaient tout à fait louables au niveau justement de la biologie, de dire oui mais par exemple les femmes ont leurs règles, les règles peuvent être douloureuses, peut-être que ça nécessiterait aussi de réfléchir autour du confort de la femme. Mais une femme trans ne va pas avoir ses règles et cette question ne se pose pas pour elle. Donc juste le fait de dire oui mais attendez, oubliez pas qu'il y a une réalité biologique, c'est devenu impossible à entendre. Elles se font exclure. Donc maintenant, il y a ce néo-féminisme qui est parti dans tous les sens. Et de voir ces luttes à l'interne, on pourrait se demander justement, mais qui a intérêt à diviser de cette manière-là? Et si c'était le patriarcat? Et si le patriarcat avait tout intérêt, aujourd'hui, à ne pas revêtir un masque trop masculin, de cette présence virile, d'être plus louvoyant, de se cacher justement et de manipuler discrètement, pour obtenir une société ultra divisée, et les individus, quand ils sont seuls, sont plus vulnérables. Et une femme à laquelle on fait croire que la liberté, c'est par exemple d'avoir tous les partenaires sexuels qu'elle veut, de lui faire croire qu'elle peut même tirer profit financièrement de ses charmes et de les vendre, à qui ça profite? Donc, ça n'est pas aux femmes que ça profite en réalité. Moi, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit à gagner là-dedans, mais on a voulu nous le faire croire. Donc, plus on divise, plus on isole, plus on fait croire aux femmes qu'elles vont pouvoir être heureuses en étant seules parce qu'elles n'ont pas besoin des hommes et de multiplier comme ça les partenaires, moins elles sont heureuses, plus les hommes en profitent. Mais c'était plutôt un postulat exploratoire que ce que je pense vraiment. Oui, sur cette non-binarité que vous venez de mentionner, on a beaucoup d'institutions, de spécialistes aujourd'hui. D'ailleurs, l'Université de Genève a sorti des études apparemment récemment. C'était Colline de Sénarclan qu'on a eu sur le plateau il y a quelques semaines qui le rappelait dans une émission de la RTS. Des études qui montrent que le sexe, c'est vraiment uniquement une construction sociale, que la biologie prouve que les hommes et les femmes ont plus de points communs que de différences. Alors moi, j'ai pas lu ces études, c'est juste des choses que j'ai entendues dans les médias. Vous vous opposez à ces idées et à la promotion de la non-binarité. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu pourquoi? Alors, oui, nous avons plus de points communs entre hommes et femmes que de différences. Ça, c'est certain. Mais nous avons aussi énormément de points communs avec le chimpanzé. Au niveau du génome, je crois que ce qui nous différencie, c'est 1,2%. C'est rien du tout. Mais pourtant, ce 1,2% fait toute la différence. Il est extrêmement important. Les différences entre les hommes et les femmes se situent déjà au niveau des chromosomes XX ou X et Y. Mais on peut pas les nier. Elles existent. Donc de vouloir absolument gommer tout ça pour avoir une espèce d'individu uniforme, c'est ridicule. Je pense que les différences sont aussi une richesse, que ce soit les différences culturelles, les différences de sexe. Elles sont là, elles existent, on doit les intégrer et on doit peut-être même les célébrer et arrêter de chercher à diviser les gens. Et on nous reproche une catégorisation homme-femme, mais pourtant, les personnes woke sont les plus enclines à diviser, à avoir comme ça des étiquettes, à vouloir tout mettre dans des cases et ne pas pouvoir se contenter, par exemple, d'utiliser même des termes de bisexuel. Non, maintenant, ça doit être abrosexuel. C'est une personne qui peut être homosexuelle le matin et hétérosexuelle l'après-midi. Elle peut être parfois asexuelle, mais parfois multisexuelle. Ça n'a plus aucun sens. Mais de toute façon, globalement, on vide les mots de leur sens. Et je pense que ça, c'est aussi important à souligner dans le wokisme. Cette tendance à parler, par exemple, de grossophobie, d'homophobie, alors que ça n'a aucun sens. On ne parle pas de peur. Ce n'est pas des peurs. C'est tout au plus
de la méfiance. Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir parfois de la méfiance? C'est parce que les discours se sont radicalisés, vont trop loin. Par exemple, si des personnes trans viennent dire non mais j'existe et j'ai le droit à ce que vous me respectiez, c'est louable, il n'y a pas de problème. Mais ça devient problématique quand nous avons des influenceurs trans qui viennent dire ah, je suis tellement heureux depuis que je prends des hormones, peut-être que toi aussi, jeune adolescent, si tu te sens mal dans ta peau, c'est pour les mêmes raisons et tu devrais explorer cette piste. Et dans ce cas, il y aurait beaucoup plus de gens qui auraient pu, même à l'époque, quand ça n'existait pas, si on nous avait soumis à ce genre de discours, il y aurait peut-être plus de gens trans dans ma tranche d'âge aussi. Peut-être que j'aurais été même une bonne cliente à ça quand j'étais adolescente et que j'étais mal dans ma peau. Heureusement, ça n'existait pas à l'époque. Et la méfiance, donc, aujourd'hui, c'est d'avoir justement ces discours qui sont poussés à l'extrême, où on commence à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on vient toucher à nos enfants? Et c'est pas du tout de la transphobie. C'est juste de se questionner sur les intentions de ceux qui font la promotion de ces idéologies-là. Est-ce qu'ils ont forcément des intentions ou c'est plus de la maladresse ou se laisser porter par le sens du courant et finalement ils se retrouvent à promouvoir quelque chose, ils pensent savoir vraiment être en train de faire quelque chose de bon et de bien pour la société? C'est difficile à dire, mais on peut pas appliquer ce qui nous concerne à l'ensemble. Donc oui, il y a toujours eu des personnes qui étaient mal dans leur peau, il y a toujours eu des hommes qui souhaitaient se travestir, ça existait et on ne va pas le nier. Mais est-ce que c'est une raison pour dire ah mais tous les hommes devraient se travestir? Non. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on a 100 000 followers sur les réseaux sociaux, ça dépasse juste le fait d'essayer de faire du bien. C'est de tirer la couverture à soi, la lumière, et d'essayer justement d'obtenir des avantages par son statut de victime ou son statut de personne transgenre, et d'essayer de peut-être de gagner de l'argent, de gagner de la notoriété avec ça, et tant pis pour les dommages collatéraux. Oui, sur la question des transitions de genre, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée dans votre ouvrage et je ne l'avais jamais lu auparavant ou entendu, c'est le fait que la pornographie pourrait favoriser les transitions de genre, donc un phénomène que vous associez évidemment au wokisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce lien qui est de premier abord un peu surprenant? Alors, je n'étais pas non plus au courant du lien possible et c'est un psychologue qui m'en a parlé en premier. Ensuite, je me suis intéressée à la chose et je l'ai documenté également. J'ai eu pas mal de lectures sur la pornographie, mais lui, le premier, m'a parlé de cas de jeunes qui effectivement commençaient à se poser des questions, d'abord sur leur orientation sexuelle, puis sur leur identité de genre, après avoir fait une consommation massive de pornographie. Alors, peut-être que je peux expliquer le cheminement. Oui. Ça commence par une consommation entre guillemets normale. Je dis bien entre guillemets parce que je ne suis absolument pas favorable à la consommation de pornographie et je pense qu'elle est mauvaise pour tout le monde. Mais simplement que justement dans cette société où on veut parler d'émancipation, liberté sexuelle, il n'y a pas de tabou, on peut aller très loin et c'est ce qu'on nous vend. Et puis on ne surveille pas suffisamment les écrans, ce que regardent les jeunes et donc très tôt ils se retrouvent traumatisés. Je pense que il ne faut pas avoir peur du mot, traumatisés par des images sexuelles que leur cerveau n'a pas la maturité d'intégrer. Donc on va dire 11 ans, premières images pornographiques. Et puis au début, il y a un mélange d'excitation, de dégoût. Et puis petit à petit, la personne va donc regarder d'autres contenus, aller toujours plus loin, jusqu'au stade où finalement regarder juste un homme et une femme, ça n'est plus intéressant, ça n'est pas suffisant. Il faut augmenter la dose pour continuer à ressentir un effet. Augmenter la dose, c'est par exemple regarder des femmes avec plusieurs partenaires masculins, même qui vont les souiller. On va aussi observer après des rapports bisexuels et puis ça va titiller davantage l'excitation du jeune homme concerné. Puis au bout d'un moment, ça c'est plus suffisant non plus. Et sur la page d'accueil de son site internet de pornographie préféré, il va avoir des suggestions qui lui seront faites de contenu transsexuel. Alors c'est un peu entre deux, il peut être excité parce qu'il y a des attributs féminins en même temps que des attributs masculins. Et puis au bout d'un moment, même ça ne va plus faire effet, il va avoir des propositions de contenu homosexuel et en tirer une excitation et là se dire mais mince, si ça m'excite, est-ce que ça veut dire que je suis homosexuel? Alors qu'en réalité non.
C'est juste que ces images sont ultra puissantes pour le cerveau et qu'elles vont automatiquement provoquer une excitation sexuelle, même chez quelqu'un qui n'est pas de cette orientation. Et puis, en allant comme ça toujours en quête de plus, parce que c'est le cerveau justement qui demande plus, on est dans le même phénomène qu'avec une consommation de cocaïne, il faut augmenter la dose pour ressentir l'effet, la personne va finir par se dire mais et si je vivais dans l'expérience de l'autre côté, et si je me transformais, et si je devenais une femme pour être moi-même pénétrée et ressentir le plaisir autrement, puisque je n'arrive plus à éprouver de plaisir dans mon corps d'homme. Et ça peut sembler être un cas isolé, mais en fait, c'est quelque chose qui est documenté. Il y a plusieurs cas de jeunes, en tout cas au moins qui se posent des questions justement sur leur orientation sexuelle, et puis d'autres qui carrément vont décider de transitionner pour poursuivre cette exploration du plaisir. Vous dites que c'est documenté, vous faites référence justement uniquement à ce psychologue dont vous avez la connaissance, ou bien c'est d'autres Non, études? C'est pas le seul. Alors lui, il a été confronté dans sa pratique, mais également a eu de nombreuses lectures qui parlaient de ça. Et c'est de cette manière-là, c'est par les lectures qu'il avait déjà faites au préalable, que quand le cas s'est présenté, il a pu identifier de quoi il s'agissait. Mais c'est pas facile. Je pense que ce jeune homme aurait été adressé ailleurs. Peut-être que le psychologue ou le psychiatre qui l'accompagnait aurait plutôt penché pour la dysphorie de genre, alors qu'en réalité la dysphorie de genre touche un très faible pourcentage de personnes et ça déclare très tôt, entre 3 et 4 ans. Donc je dirais que si ça vient tardivement, vers 20 ans, 25 ans, 30 ans, même parfois plus tard, on ne peut pas parler de dysphorie de genre. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être pris en compte et qu'il ne faut pas chercher à comprendre d'où ça vient et que ressent la personne. Bien sûr qu'un accompagnement est nécessaire, mais de vouloir tout de suite dire ah oui, alors il faut une transition, ça sera la meilleure solution, hormones et c'est parti pour la chirurgie. Non, pas forcément. En tout cas, mon chapitre préféré dans l'ouvrage, c'est celui qui a trait à la spiritualité. Vous dites que c'est aussi l'absence de croyance dans le divin qui a permis l'apparition de ce que vous appelez avec humour la religion woke. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu? Oui, alors on a une absence de foi, on a une absence aussi de valeur, en fait une vraie perte de valeur dans la société d'aujourd'hui. Et comme la nature a horreur du vide, il faut absolument combler avec autre chose. Cette autre chose, ça peut être la consommation, par exemple. Je consomme, donc j'ai l'impression d'exister parce que j'ai les plus beaux vêtements et une belle voiture et j'ai l'impression que c'est ça la réussite qui va me combler. Mais ça peut être aussi le wokisme et cette justice sociale, d'avoir l'impression que je donne du sens à ma vie parce que je lutte pour plus de justice sociale. Sauf que au lieu d'avoir un cheval de bataille, on se retrouve finalement avec un troupeau de chevaux devenus fous et on n'arrive plus à maîtriser ça. Donc ça part dans tous les sens. Et pour certains, oui, le wokisme est devenu une religion, le sens de leur vie. Et je pense que c'est en cela qu'il faut pas être mauvais avec eux parce que justement ces gens qui sont woke, ça peut être nos enfants, ça peut être nos frères et sœurs, ça peut être notre voisin, notre collègue de travail, et puis c'est des gens qui méritent aussi notre respect, de comprendre déjà quelle est leur motivation, pourquoi ils agissent de la sorte, même s'ils ont tendance eux-mêmes à devenir injustes en voulant être justes. Mais cette religion a des effets qui sont très négatifs parce qu'elle ne suffit pas à combler. Je pense qu'il y a un besoin de transcendance aujourd'hui. On a vraiment besoin de retrouver le sens. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Si on n'a pas de réponse, je pense que c'est très difficile d'avancer. Et que bien sûr que c'est la quête de chaque humain et qu'on prend toute une vie à essayer de trouver du sens, mais c'est pas aujourd'hui que le travail nous est facilité. Je pense que tout est obstacle à notre épanouissement et notamment spirituel. Enfin, je trouve dommage en tout cas de vouloir reléguer la religion et les croyances de chacun à des objets du passé complètement obsolètes et ridicules qui mériteraient même qu'on s'en moque. Et aujourd'hui, les religions ont tendance à être bien malmenées. En tout cas, la religion chrétienne est vraiment très très critiquée et moquée. Et je trouve que c'est dommage. En tout cas, personne ne devrait avoir honte
de sa religion, de ses croyances. Et si alors aujourd'hui c'est ridicule d'être catholique, pourquoi ça ne serait pas ridicule d'être woke? Enfin, je veux dire, il faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village et accepter que certains ont d'autres croyances que nous et juste apprendre à se respecter. Mm-hmm. En parlant de valeurs obsolètes et de perte de valeur, vous mettez beaucoup l'accent sur la bienveillance dans votre ouvrage. Vous dites vraiment que c'est une solution thérapeutique au progressisme ambiant. Mais parce que la bienveillance est devenue rare, justement. On a tendance à tous se critiquer et se taper dessus, avoir des propos extrêmement durs. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. La société est complètement clivée. Donc si on prend le débat du wokisme, si quelqu'un va avoir des propos qui sont jugés trop masculinistes, trop patriarcaux, on va tout de suite dire ah regardez-moi ce vieux réac, puis utiliser des mots encore plus forts et plus durs pour vraiment descendre la personne. On a des vrais trolls sur les réseaux sociaux. La bienveillance a disparu. C'est juste essayer de trouver la manière de parler à l'autre pour que le message passe, pour être compris, mais aussi pour respecter la personne que nous avons en face, parce qu'elle a aussi des sentiments et quand on vient la heurter, ça lui fait du mal. Donc cette bienveillance est devenue tellement rare qu'elle est précieuse. Comme tout ce qui est rare, c'est précieux. Et si on prend ce côté précieux de la bienveillance, ça veut dire qu'avec elle, on peut obtenir beaucoup, puisqu'elle est précieuse. Et c'est comme l'amour finalement. Avec l'amour, on peut tout. Bien, je pense qu'avec la bienveillance aussi, et que c'est une richesse bien plus grande que celle de l'argent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous avez un parcours universitaire avec un master en sécurité globale et résolution des conflits. Vous avez même au cours de votre formation exploré les études genre parce que vous aviez envie de mieux comprendre ce que c'était. Vous avez un certificat à études genre. Et malgré cela, vous critiquez la formation universitaire actuelle. Vous n'avez pas peur de dire que l'influence de penseurs comme Foucault, Derrida, qui ont finalement construit l'université moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, est plutôt néfaste. C'est une influence plutôt néfaste. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Alors, c'est important de préciser que je ne suis absolument pas une experte de la French Theory, que je trouve que Foucault et Derrida et plusieurs autres ont un langage qui est totalement hermétique et que en fait, ça fait bien aujourd'hui de dire ah oui, j'ai lu un tel et c'était passionnant, quelle profondeur dans son écrit, alors qu'en fait, c'est incompréhensible. Mais il faut juste être honnête. Le problème, c'est que les gens ne le sont pas parce que sinon, ils ont l'impression de passer pour des imbéciles. Alors autant dire qu'ils ont tout compris. Et donc, comme ils n'ont pas compris, ils interprètent et ces interprétations ouvrent la porte à tout et n'importe quoi. Et on est allé beaucoup trop loin. Donc, je pense que c'est important aussi de se rappeler qui était Foucault, comment il a mené sa vie. Est-ce qu'il était un exemple en quoi que ce soit? Pas du tout. Il avait une sexualité totalement débridée et déviante. Et après, on va ériger ça en modèle. Je pense pas que ce soit très intéressant. Donc, les universités sont très importantes encore aujourd'hui. Je suis pas du tout en train de vouloir critiquer les parcours académiques, mais malheureusement, on voit que c'est quand même le terreau pour ce genre d'idéologie woke et que, notamment, ces penseurs-là les ont influencés. Maintenant, on voit davantage de connexion au réel dans les métiers plus manuels. Je ne pense pas qu'il soit possible de trouver un carreleur qui va parler d'intersectionnalité. Donc, je pense que c'est bien de laisser plus de place aussi à d'autres professions, de les valoriser, parce qu'on a tendance à vouloir hiérarchiser là aussi et dire que quelqu'un qui a un doctorat aurait plus de valeur qu'une personne qui a simplement fait un apprentissage dans un métier manuel. Pas du tout. Donc, je pense que de reconnaître la valeur de chacun, mais de ne pas aller trop loin dans les idéologies universitaires. C'est juste ça qui est dommage. Et qu'il y a énormément de professeurs à l'université qui souffrent de la situation, qui voudraient pouvoir s'exprimer et qui ne le font pas, ils n'osent pas prendre la parole parce qu'ils ont l'impression d'être seuls, ils ne sont pas soutenus. Et que, justement, si on commence tous à oser un peu prendre la parole, on pourra avancer. Chacun dira non mais moi je pense pas non plus ça. Ah mais toi non plus, ok. Et puis de se retrouver et de pouvoir oser transmettre autre chose que d'aller toujours dans le même discours progressiste. Sauf erreur de ma part, Foucault plaidait pour la dépénalisation de la pédocriminalité. C'est une question que je n'ai jamais, à titre personnel, osé soulever à l'université, mais c'est vrai que les professeurs, les enseignants avaient tendance à vraiment mettre Foucault un peu à toutes les sauces. C'est quelque chose que vous avez osé soulever avec les gens, les intellectuels avec qui vous avez été en contact?
Non, j'avoue que j'en ai assez peu parlé. Pourtant, beaucoup de gens me l'ont mentionné. Foucault avait écrit sur tout, donc il avait réponse à tout. Alors c'est facile de le citer pour tout et n'importe quoi. Euh, j'ai pas forcément pu m'exprimer là-dessus, mais après le fait que Foucault soit à l'origine d'une volonté de dépénaliser la pédocriminalité. Oui, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'il y a une époque où, ouvertement, et ça on retrouve facilement les extraits, on a pu avoir des intellectuels qui allaient sur les plateaux télévisés pour dire que être déshabillé par un enfant, c'était quelque chose de délicieux et ce genre de choses. Donc ça s'inscrit dans une époque, ça n'est pas du tout pardonnable pour autant, c'est bien de le rappeler. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un discours qui n'est pas entendable non plus. Dès qu'on va dire ça, on va nous taxer de complotistes. Alors, c'est très délicat et moi-même, j'avance doucement ce genre d'argument parce que si je veux être entendue, il faut que je sois prudente. Mais c'est ça. Pour moi, le plus important maintenant, c'est déjà de pouvoir faire passer un message et dire aux gens, osez parler. Voilà. Vous dites également dans l'ouvrage que le wokisme ne serait pas un phénomène inédit, que ce serait plutôt la continuité d'un mouvement révolutionnaire qui change de visage à chaque époque tout en conservant certains traits caractéristiques et la même mécanique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que si on prend tous les mouvements révolutionnaires, prenons l'exemple simplement de la Révolution française. Donc d'abord, c'est de désigner une oppression, une injustice, d'avoir tout un jargon qui va autour, de se réunir pour lutter donc contre cet ennemi qui nous oppresse. Et au début, il y a certainement quelque chose de défendable et peut-être même de positif initialement. On veut lutter pour plus de justice. Donc là, c'est la même chose avec le wokisme, c'est la justice sociale. Mais pour lutter contre cette justice, qu'est-ce qu'on est amené à faire? Qu'est-ce qu'on est amené à commettre? Donc là aussi, on voit que la violence peut être l'un des outils de ces mouvements et je trouve ça déjà extrêmement grave. Si on prend le wokisme aujourd'hui, on peut voir que comme je l'ai dit même au début, il ne reconnaît plus certaines de ses têtes. Il va avoir tendance à s'attaquer lui-même. Et on regarde avec la Révolution. Donc, il y avait les révolutionnaires qui ont ensuite tué d'autres révolutionnaires. Robespierre est lui aussi passé à l'échafaud. Et donc, la Révolution dévore ses propres enfants, le wokisme aussi. Je vois des parallèles entre les deux. Et c'est juste intéressant de le regarder sous ce prisme-là parce que on a l'impression que tout est nouveau, que tout est progrès, mais certaines idées et certains mécanismes sont simplement recyclés. Vous parlez aussi beaucoup de l'écologie dans l'ouvrage. Vous dites que c'est devenu un outil de contrôle, que l'être humain se prend pour Dieu en croyant qu'il a la possibilité d'influencer le climat. Selon vous, ces tentatives de contrôle sont illusoires et les fluctuations climatiques ont toujours existé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la vision de l'écologie moderne est problématique? Parce qu'elle va trop loin, en fait. C'est toujours ça, c'est les excès. Là, dans l'écologie moderne, je dirais qu'on a simplement oublié ce que c'est à la base. L'écologie, ça devrait être l'harmonie entre l'hôte et son environnement. Donc, ça veut dire que l'humain est important aussi et comment il s'inscrit dans son environnement, c'est-à-dire ici, la Terre. Et on a voulu seulement partir dans la défense de la Terre, la protection de la Terre, et on ne voit l'humain que comme un nuisible. On veut sauver la planète, et donc pour sauver la planète, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit plus prendre l'avion, on ne doit plus faire d'enfants parce que ça pollue. Et c'est là que c'est l'extrême, et ça n'a plus aucun sens. Sauver la planète, mais alors pour y laisser qui? Pour y laisser quoi? Si on ne veut même plus avoir de descendance. Et je compare ça à une religion parce que j'ai l'impression que, de nouveau, comme on a besoin de remplir avec tout et n'importe quoi, on va prendre l'écologie comme une raison de vivre et un combat qui, certes, a du positif, parce que c'est très important de prendre en compte son environnement, de respecter la nature, comme on a pu le faire aussi par le passé. Simplement que maintenant, avec un capitalisme devenu complètement fou, on a tendance, oui, à surconsommer et donc à polluer davantage. Donc c'est de revenir à l'essentiel, ça c'est important. Mais de vouloir maintenant dire attention,
l'écologie serait comparable à un dieu vengeur qui va te punir si tu n'as pas trié tes déchets, qui va te punir également si tu as osé partir en vacances à l'autre bout du monde. C'est stupide d'en arriver là, en fait. Donc c'est juste de remettre les choses à leur place. Non, nous ne pouvons pas tout influencer, mais nous pouvons juste revenir à quelque chose de plus modéré et pas partir dans les extrêmes. Je ne vois pas à quel moment se coller la main au bitume ou de jeter de la sauce tomate ou de la soupe ou que sais-je sur des œuvres d'art va permettre de faire avancer la question. Il faut juste retourner au centre et arrêter de partir dans les extrêmes, que ce soit d'un côté ou l'autre. Je pense que la base, c'est ça. L'humain, effectivement, a tendance à se prendre un peu pour Dieu aujourd'hui, que ce soit sur l'écologie ou notamment aussi sur les questions de genre, puisqu'il pense qu'il peut corriger les erreurs de Dieu. Merci pour cet appel à un retour à l'essentiel. Vous avez peut-être un conseil à donner à nos téléspectateurs, aux jeunes générations qui sont dans la confusion à l'heure actuelle? Comment sortir de cet engrenage effréné dans lequel nous nous sommes engagés? Oui, c'est de se recentrer. Et je sais que là, je peux passer un peu pour une sorte de gourou de l'amour, mais c'est le message que j'ai envie de faire passer, c'est de revenir à plus d'amour et de commencer par plus d'amour pour soi, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas vraiment aimer les autres, et si on ne s'aime pas, les autres ne peuvent pas vraiment nous aimer, et que des fois c'est la quête de toute une vie d'apprendre à s'accepter tel qu'on est, mais ce n'est pas en changeant d'apparence plusieurs fois au cours de cette vie, et je précise bien apparence parce qu'on ne peut pas changer qui on est vraiment. On ne peut pas changer son ADN. Mais si on apprend d'abord à s'aimer, je pense que le monde pourra vraiment changer. Et que on a tendance tous à être très très polarisés. Et puis on le voit, il y a le retour des guerres. Enfin, même si elles n'ont jamais complètement disparu, mais elles sont plus sur le devant de la scène maintenant. Et on s'en rend compte. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour aller mieux? C'est d'abord de s'aimer soi-même et aussi de s'aimer les uns les autres. Donc voilà, je sais que ça fait un peu prêchi-prêcha, mais pourtant c'est essentiel aujourd'hui de le rappeler, parce que parfois les messages les plus simples sont ceux qu'on ne dit plus parce qu'on a l'impression que c'est plus nécessaire. Donc moi c'est de le rappeler, l'amour de soi, donc un sacré défi, mais qui est nécessaire, plus de bienveillance comme vous m'avez permis de l'évoquer plus tôt. Et si déjà on arrive à faire ça, ce sera beaucoup. Donc pour les gens qui sont perdus aujourd'hui et qui ne savent pas par où commencer, c'est acceptez-vous et puis parlez-vous. Parce que le dialogue aussi a tendance à disparaître. Ou alors c'est juste pour s'engueuler. Mais juste de se parler vraiment, de se parler en se regardant dans les yeux, avec l'envie de comprendre l'autre, on pourra beaucoup. Vous-même n'avez pas peur de dialoguer lorsque vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, alors vous êtes prête à la confrontation, au dialogue? Je suis prête, oui. C'est avec cette ambition-là que j'ai écrit ce livre, en me disant que je pouvais me faire taper dessus. C'était une éventualité, même avec ma cape d'invincibilité, d'immunité en tant que femme de couleur, végétarienne, comme je l'ai dit, et dont je m'amuse moi-même. J'ai pas peur. En fait, je pense que c'est la peur qui nous paralyse beaucoup, et donc juste se dire quel est le pire que je risque? C'est pas finalement grand-chose. Je pense que j'ai beaucoup plus à gagner en osant et en faisant du bien à quelques personnes. Si déjà j'arrive à faire du bien à peut-être 10 personnes autour de moi, j'aurai l'impression d'avoir gagné. Donc si on fait ça chacun, on peut aller très loin comme ça. Merci beaucoup, Madame Ray, pour cette invitation à un retour, à un alignement avec soi-même, à l'amour de soi. Pour aller plus loin dans cet alignement, je conseille vivement la lecture de votre ouvrage des Woks, 21 réflexions pour se détoxifier du wokisme. Un manuel qui démontre cette pensée progressiste, qui permet de retrouver une logique saine, des habitudes saines. Donc merci beaucoup pour cette détoxification aujourd'hui avec nous sur NTD et peut-être à bientôt. Merci Madame Rodriguez.